un lundi matin, en allant au travail, j'ai déposé ma fille chez la nounou. Je sortais de chez la nounou dans une ruelle qui va à 30 km/h. J'ai été prise d'un moment de mauvaise vision et je suis rentrée dans une voiture qui était tout bonnement garée sur le côté de la voie. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas capable de t'expliquer le pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui s'est passé en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Nous avons le plaisir de recevoir Leïla. Aujourd'hui, elle va partager avec nous une période sensible de sa vie. Oui, Leïla a été souffrante de la Covid, mais sur une assez longue période. Cela a impacté son quotidien, sa relation avec sa fille, sa vie familiale et même son boulot. Mais heureusement, elle a réussi à se relever, elle s'en est sortie et aujourd'hui, elle a choisi de partager son vécu avec nous. Pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Leïla. Bonjour Florence. Bienvenue sur Résonance. Merci. On a un petit rituel. Il s'agit de compléter une phrase. Et du coup, la phrase, elle dit ceci. Je me sens moins seule quand... Je me sens moins seule quand j'écoute les cantiques. Ça me fait tout réinitialiser, ça me fait redémarrer tout simplement. Ça me fait ne plus penser à rien et tout. On parle de ne pas se sentir seule, mais en fait, ça m'aide à tout remettre à plat et me recharger pour pouvoir redonner le meilleur de moi-même. La précision. Non, mais ça se comprend parce que il y a des solitudes qui n'en sont pas vraiment. Tout à fait. Et je pense que c'est ce que tu décris, le fait d'être entouré par la cantique justement. Finalement, ça te recharge, tu n'as pas l'impression d'être seule, il y a quelque chose qui vient te ressourcer. Et ça, je le comprends totalement. Mais bon. Avant de commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter à nous dire qui tu es et puis ce que tu fais? Ok, alors moi c'est Leïla Dambélé Faye, j'ai 32 ans, je suis mariée et maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 4 ans. On va rentrer dans le vif du sujet, hein. Je l'ai dit en introduction, ce dont tu vas nous parler, c'est une période qu'on a tous un peu connue, la période de Covid, sauf que ça ne s'est pas forcément passé de la même manière pour tout le monde. Et donc ma première question, c'est déjà de savoir comment est-ce que tu apprends que tu as la Covid et puis comment est-ce que tu vas le vivre ensuite? Ok. Alors, comment est-ce que je vais l'apprendre? Bon, déjà, je vais le ressentir sans savoir que c'est ça. Donc, je suis au travail en septembre 2024. Je suis au travail, c'est un lundi soir. Ma journée de travail elle est presque finie. J'ai mal à la tête, je me sens fatiguée. Et du coup, je suis pressée de rentrer à la maison. J'arrive à la maison et... je fais pas comme d'habitude, je m'affale tout de suite sur le canapé, je reste là jusqu'à 21h, j'ai pas mangé, rien, j'ai juste envie de me reposer. Et à un moment donné, je commence à ressentir des picotements dans le dos. Je me lève, je me dis bon, et le lendemain j'étais censée être en télétravail. Je me dis bon, peut-être une bonne nuit de sommeil, en plus je suis en télétravail demain, donc voilà, on va tirer un peu en longueur. Par rapport à l'heure de réveil habituelle. Et je me dis certainement avec une bonne nuit de sommeil, ça va le faire. Sauf que je me réveille le lendemain matin, j'ouvre mon PC et j'arrive à rien faire. J'arrive à rien démarrer, je n'arrive pas à rentrer en fait dans ce que je dois faire. J'étais un peu paniquée. Je me sens toujours un peu fatiguée, toujours un peu mal à la tête. Donc j'ai le réflexe tout de suite d'appeler ma chef et je lui explique, je lui dis en fait j'arrive pas à travailler, je pense que je vais aller consulter. Et donc je pose la journée,
Et voilà, je prends rendez-vous tout de suite chez le médecin. Il n'y avait pas de rendez-vous disponible on appelle ça, en face-to-face. Je prends un rendez-vous à distance, en ligne, oui. Donc, j'appelle. C'était la remplaçante de mon médecin habituel. Dès que je lui décris en fait ce que j'ai, que je suis fatiguée, que j'ai le nez qui coule, des picotements dans le dos et tout ça, tout de suite elle a le réflexe de me dire Madame, allez faire le test. Ouais. Moi, j'y avais même pas pensé. Enfin, bref, je ne me sentais pas très bien. Moi, je lui décris ce que j'ai. Elle a le réflexe, de me dire d'aller faire le test. Et c'est comme ça que je vais faire le test en pharmacie et puis le résultat tombe. Et donc le médecin, arrêt 1 semaine, Doliprane, c'est tout. Hein. Doliprane, ouais. Et du coup, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment... Même aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de médicaments. Donc c'est le repos, prendre des Doliprane pour les maux de tête. Et du coup, toi, quand tu fais ça, est-ce qu'au bout d'1 semaine, tu arrives à revenir à être sur pied ou bien comment ça se passe ensuite? Alors, le médecin m'arrête 1 semaine. Je prends du Doliprane. La semaine suit son cours et non, les choses ne s'améliorent pas. Toujours des maux de tête, toujours fatiguée, même de plus en plus fatiguée. Et il y a la tension qui commence à monter. J'ai commencé à faire des 16, 17, 18 de tension. Du coup, je suis retournée voir mon médecin. C'est étant chez elle qu'elle a vu que ma tension était montée. Ah, tu t'en étais même pas rendu compte, toi, de ton côté? Non. Elle m'a même fait la réflexion que toutes les fois où je venais la voir, ma tension était tout en temps normale, autour de 11, 12. Et elle m'a même fait prendre ma tension à la maison régulièrement pour qu'on observe, pour voir s'il fallait me mettre sous traitement de tension. Et donc, je retourne à la maison avec un nouvel arrêt. Toujours du Doliprane et du magnésium à prendre pour la fatigue et tout. Donc je retourne à la maison, je poursuis le traitement et ensuite je perds le goût, l'odorat. Là maintenant on a les vrais symptômes parce qu'à la base c'est ce que nous on connaît quand on parle de Covid, c'est le goût, l'odorat et puis bon peut-être la fatigue et tout, mais ça jusqu'ici toi tu ne l'avais pas encore. C'est maintenant que ça va se... Je sais pas pourquoi, les choses se sont... Je sais pas, c'était comme un escalier en fait au fur et à mesure que les semaines passaient. Je perds le goût, je perds l'odorat. Une fois je me souviens, j'essayais de faire un truc, je suis allée m'asseoir au salon, ça commençait à cramer, je sentais pas. C'est mon mari qui était dans une pièce qui me vient, il me dit il y a quelque chose qui brûle. Ah oui. Et là, voilà. Donc odorat, goût. Et les effets faisaient vraiment des yo-yo. À un moment donné, j'ai l'impression que je commence à retrouver le goût, l'odorat. Après, ça redisparaît, ça revient, ça redisparaît. Wow. La tension aussi qui... Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et ça se stabilise au bout de combien de temps? Parce que c'est grave la tension, que ce soit à 16, 17 comme ça. Ça se stabilise au bout de combien de temps? La tension, on l'a surveillée pendant une dizaine de jours, je crois. Ah, quand même. Avec le médecin. Et au bout de, je crois, des 2 semaines, ça a commencé à revenir vers les 14, 13... Et donc à redescendre au fur et à mesure. Et 3e semaine, je retourne voir le médecin. Cette fois-ci, je commence à ressentir ce que moi je vais appeler des vertiges. Et je vais apprendre plus tard que ce n'est pas des vertiges. Ça se manifestait en fait par une sensation de balancement dans le corps. C'est-à-dire, je suis là et j'ai l'impression que je ne fais pas un avec moi-même. Je suis là et j'ai l'impression que je peux perdre l'équilibre à tout moment. J'ai cette sensation-là que mon corps n'est plus un solide, mais comme un fluide en fait, qui peut s'écouler à tout moment. C'était très très bizarre, très désagréable, très inconfortant. Et j'avais parfois même du mal à trouver les mots
pour l'expliquer à mon médecin, à un moment, je me disais, est-ce qu'elle va pas se dire que celle-là, elle est folle, quoi? Parce que moi, j'avais du mal avec tout ce que je ressentais. Oui. Et après ça, j'ai commencé à avoir, en fait, dans le ventre, cette sensation-là qu'il y avait quelque chose qui bouge. Bon, pour avoir été enceinte, j'avais vraiment cette sensation d'avoir comme un début de grossesse. C'est-à-dire, je sens quelque chose bouger dans mon ventre, j'ai des nausées, j'ai envie de vomir, je me sens fade, les choses sont fades dans la bouche et tout. C'était ce ressenti-là, il était tellement fort en fait, parce que je me souviens comment je sentais ma fille bouger quand elle était dans le ventre, vers la fin du premier trimestre, deuxième trimestre, et c'est vraiment cette sensation-là que je ressens. Donc j'ai fait plusieurs tests de grossesse sur plusieurs mois d'affilée pour m'assurer qu'en fait que j'étais pas enceinte, parce que moi c'est vraiment cette impression-là que ça me donnait. Tellement je sentais quelque chose bouger. Et là, le médecin, elle dit quoi quand je lui parle de ses vertiges, le ventre, tout ça? Elle m'a dit qu'il fallait que je me repose en fait pour laisser le corps faire son processus de récupération. Donc c'était de prendre du Doliprane pour tout ce que j'avais comme sensations inconfortables, désagréables et tout. Donc c'était du Doliprane et du repos. Le Doliprane, franchement. Vraiment, bref. Ouais. Du coup, là, pendant ce temps, j'imagine qu'elle a dû prolonger ton arrêt, hein, parce qu'au début c'était une semaine, après elle a prolongé 2 semaines, 3 semaines. Et tu restes dans cet état-là combien de temps? Waouh. Comment le définir? On fait 1 mois d'arrêt. Et après, les symptômes commencent à s'accumuler parce que je vais commencer à avoir des fourmillements dans les pieds, dans les mains, les paumes de la main qui picotent, les fourmillements dans les joues, des sensations d'électricité dans la tête. Et donc, quand je le retourne la voix pour ça, elle me fait le fameux check d'AVC là, parce qu'elle m'a dit que c'est un peu à ça que ça fait penser. C'est des signes un peu avant-coureurs de l'AVC. Donc, elle me fait le check, j'arrive à suivre les yeux, les mains, la marionnette et tout, j'arrive à suivre, mais elle dit à ce moment-là que par précaution, en fait, elle va contacter le centre neurologique du CHU. Oui. Donc elle l'appelle là-bas et ils me font savoir qu'ils vont me rappeler dès qu'il y a un lit qui se libère. Donc je rentre à la maison, je suis en attente et je crois... Un lit qui se libère, c'est dit que tu seras hospitalisée? Je devais être, admise en observation. D'accord. En observation, oui. Donc je rentre chez moi, je suis en attente et je ne sais plus exactement combien de jours après on m'appelle du coup pour l'admission en hospitalisation, en observation. Et là on est, je crois, on est fin septembre. Je vais y passer 4 à 5 jours. Donc c'était au service neurologique et chaque jour il y avait un médecin différent qui passait. Oui. Le tout premier qui est passé le premier jour, il était vraiment à l'écoute. Il a pris l'ensemble de l'histoire dans sa globalité et il a dit qu'on allait voir, faire les examens, tout ce que ça demandait de faire, on allait les faire. Le jour qui suit, je suis là. Comme a priori, en tout cas vu de l'extérieur, mon cas n'a pas l'air aussi grave que d'autres personnes qui sont dans d'autres chambres à côté. Au fur et à mesure que les autres médecins ils défilent en fait, ils s'étonnent en fait de me voir. Ils s'étonnent de me voir. Limite ils comprennent pas pourquoi je suis là. Et moi c'est une phase qui m'a quand même un peu désorientée. Je demandais pas à y rester éternellement, mais j'avais besoin de réponses, moi, à tout ce chamboulement-là qui se passait dans mon corps. Et les médecins vont défiler d'étonnement en étonnement jusqu'à ce que le 4e ou le 5e jour, il y a une
une neurologue qui passe, qui dit elle va voir le service ophtalmo du CHU et si eux ils ne détectent rien, on la libère. Elle n'a rien à faire là. Ok. Et ça, du coup, elle le dit à quelqu'un, toi tu l'entends, c'est ça? Non. Ou c'est à toi qu'elle... Elle parle à... Je crois que ça devait être les médecins stagiaires, les internes. Oui, d'accord. Donc elle donne les directives comme ça et puis elle part. Donc le vendredi matin, il y a l'interne qui vient pour me dire que vous allez pouvoir sortir à partir de 13h. Formalité, vous allez sortir. Je lui dis ok, mais je sors d'ici, après je fais quoi, je vois qui. Je peux comprendre que le cas ne vous inquiète pas tant que ça, mais moi, c'est un chamboulement total. C'est un bouleversement énorme que je ne comprends pas, que j'ai jamais vécu. Je sors d'ici, ok, mais je vais où? Je fais quoi? Il dit, vous voyez avec votre médecin traitant. Ok, donc on fait les formalités. Je sors. Et toi, tu le reçois comment, cette information-là ou ce comportement-là? Le fait que finalement, ceux qui sont censés un peu te rassurer et t'apporter des réponses te lâchent un peu en guillemets. Toi, tu le reçois comment? Tu as complètement dit le mot parce que moi, je me suis sentie abandonnée. Je me suis sentie pas écoutée. Je me suis sentie minimisée dans ce chamboulement-là que je vivais. Donc, et même à l'époque, mais je dis à l'époque, à l'époque parce que oui, il y a beaucoup de mieux depuis lors. Mais oui, à ce moment-là, en fait, le chamboulement, il était à tous les niveaux. J'étais devenue hyper sensible. Je suis une personne sensible, émotive de base, mais c'est pas tout le monde qui arrive à voir ce côté sensible et émotif de moi tout le temps. Mais dans cette période-là, j'étais devenue tellement sensible, il suffisait d'un rien pour que je me mette à pleurer. Alors là, des pleurs, j'en ai servi partout. J'en ai servi à mon médecin, j'en ai servi au CHU, j'en ai servi à mes collègues au boulot. Franchement, il suffisait d'un rien pour que je commence à pleurer. Donc, j'ai pleuré devant l'interne qui m'a dit qu'elle était impuissante face à la décision que le médecin venait de prendre, qu'elle ne pouvait que faire les papiers pour que je sorte. J'ai dit ok. C'est dur quand même. C'est très dur. Oui. Mais bon. Et du coup, on fait les formalités, retour à la maison. Donc, je retourne voir le médecin à nouveau. Et elle essaie de me rassurer, de trouver les mots, de me dire que c'est nul cette attitude qu'ils ont eue là-bas et tout. Et que on va continuer à chercher ce qui ne va pas. Parce qu'il faut le souligner quand même si les autres n'ont pas été, pas professionnels, mais n'ont pas été, t'ont abandonné, comme tu disais. Elle a toujours été à l'écoute. Oui, franchement. Elle a toujours été là. Ouais. Et franchement, ça, on en a besoin. Parce que imagine, parce qu'en général, c'est ça, en France, c'est vraiment ce que le médecin traitant dit qui va déterminer la suite. Donc si elle ne t'écoute même pas et qu'elle ne donne pas suite, les autres ils vont même pas réagir. Non, effectivement, sur ce coup-là, j'ai eu la chance d'avoir mon médecin traitant qui est très très à l'écoute. Et ça m'a aidée. Ça m'a aidée à me dire que je suis pas seule. Ça m'a aidée à garder la tête froide. Oui. Et du coup, elle te rassure, après elle te dit que vous allez continuer à chercher. Et vous faites quoi ensuite? Alors elle insistait vraiment sur le fait qu'il fallait du repos, que ça allait prendre du temps, qu'il fallait du repos pour que le corps fasse son travail, son processus de guérison interne, on va dire. Et donc là, à ce moment-là, on est à 1 mois d'arrêt, donc j'ai encore 2 semaines à nouveau d'arrêt, et ça va faire 1 mois et demi à peu près. Et moi, pendant ce temps-là,
Et j'ai commencé à repenser au boulot parce qu'il faut savoir que je venais de commencer un nouveau travail il y avait à peine 3 mois. Je venais tout juste de valider ma période d'essai et je suis tombée malade et je repensais, je me disais mais enfin comment ça va se passer, faut pas que je perde mon boulot. Bon, après je me suis rendu compte que dans cet état-là je pouvais pas perdre mon boulot, mais quand même j'y pensais, ça me trottait et voilà, ça me pesait aussi. Et donc une fois je voyais mon médecin, on faisait un rendez-vous de suivi, on va dire à peu près chaque 2 semaines. Donc après 1 mois et demi, je vais la voir, je lui dis à moi il faut que je reprenne le boulot. Elle me dit mais non, vous n'allez pas y arriver. Je lui dis il faut qu'on essaie de voir, je sais pas, même une reprise à temps partiel, machin. Je lui dis il faut que je reprenne le contact avec le boulot. Parce que voilà, faut savoir que j'étais en CDD et moi j'avais peur que voilà, le contrat soit impacté par le fait de cette longue absence. Donc elle insiste que non, c'est pas la bonne idée. Moi je m'entête et elle finit par me faire la reprise à temps partiel. Donc je reprends à 50%, c'est-à-dire je reprends, je fais demi-journée presque et voilà. Sur site en présentiel ou c'était un aménagement télétravail? Non. J'ai repris avec 100% télétravail parce qu'au niveau de la fatigue, c'était intenable. C'était très compliqué. C'était très compliqué dans la mesure où j'arrivais à rien faire à côté. En fait, je capitalisais toute mon énergie pour pouvoir faire mon travail et puis après, je pouvais plus rien faire. Et quand je finis, je suis pas opérationnelle à la maison, je suis tellement fatiguée que c'est compliqué de passer du temps avec ma petite fille qui comprend pas que maman a besoin de se reposer. C'est compliqué pour moi de lui donner le bain, c'est compliqué, les tâches basiques du quotidien, lui donner à manger, même la mettre au lit, tout ça, ça me demandait un tel niveau d'énergie que je m'étais jamais imaginé qu'on peut ne pas se sentir capable de faire de telles choses. Et je fuyais tout ce qu'il pouvait y avoir comme invitation amicale à sortir et tout, parce que mon corps il réclamait en fait que le lit. Et je me souviens même une fois, on a été invités par nos voisins. Ils habitent juste en face de chez nous, on a partagé le dîner et le temps qu'on finisse de dîner, passer au dessert, moi j'étais en train de somnoler. J'avais besoin de dormir. J'avais beaucoup de somnolence à ce moment-là, ce qui faisait que déjà je pouvais pas conduire. Je pouvais pas conduire et j'étais pour un rien, j'étais fatiguée. Et là, les voisins ils l'ont remarqué? Oui, ils l'ont remarqué, je leur ai expliqué, ils me taquinaient à l'occasion et tout, mais je leur ai expliqué, ils savent, ouais. À ce moment-là, monsieur, comment est-ce qu'il le prend? Comment est-ce qu'il t'assiste dans cette phase-là? Alors, monsieur, franchement, il a été d'un très très grand soutien. Un très 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 grand soutien. En fait, quand je repense à la période, j'ai dit, j'aurais été une mère célibataire, je pense que ma fille, il aurait fallu que je la confie à une personne de confiance parce que j'étais pas en mesure. J'étais pas en mesure de prendre soin d'elle. Et donc monsieur, lui, il devait quitter au boulot, venir parfois soit faire à manger ou voir ce qu'on peut acheter à manger, ensuite s'occuper de la petite, la mettre au lit, lui donner le bain, la mettre au lit, voilà. Si, parce que tu le disais, je pensais à ça et je me disais, parce que vu comment tu décris ton état, ça veut dire que c'est lui qui prenait le relais, tu vois, même avec la petite, tout ça. Oui, clairement, sachant qu'il y a pas mal de responsabilités au boulot aussi. Totalement. Et moi, par moments, ça me faisait même culpabiliser de ne pas pouvoir, à ce point, en fait. Je savais que c'était pas de ma faute, c'était pas de mon fait, mais ça me faisait culpabiliser. Oui, d'autant plus que t'avais pas de
de raison ou d'explication médicale. Non. Tu vois, donc c'était le flou total et ça peut se comprendre. Ouais. Merci à lui. Ouais, c'est vraiment ce que je peux dire. Et du coup, pour continuer dans le déroulement de ton histoire, quand tu reprends à temps partiel, ça dure combien de temps et à quel moment on va avoir un brin d'espoir? Déjà, quand je reprends à temps partiel, c'est une grosse farce parce que j'y arrive pas, en vrai. J'y arrive pas. C'est-à-dire, je suis là, j'ouvre mon ordi, je n'arrive pas en fait à rentrer dans le vif du sujet. Je sais que je dois faire tel truc, mais j'arrive pas à démarrer. Ça bloque. Et au finish, en fait, mon collègue, il était obligé de faire le taf. Et là aussi, je commence à me culpabiliser parce que j'arrive pas à gérer à la maison, j'arrive pas à faire mon taf. Et c'était difficile, j'ai voulu reprendre parce que je me suis dit il fallait pas perdre le pied, il fallait garder le contact et tout, mais en vrai, j'y arrivais pas. À quel moment vous arrivez à mettre tous ces symptômes-là sur le coup de cette maladie-là finalement, ou que vous vous dites, en fait, il n'y a rien à chercher, c'est ça? Alors, on cherchait pas à savoir si c'était la Covid qui faisait tout ça, mais mon médecin traitant essayait de m'envoyer vers d'autres personnes, d'autres spécialistes pour m'aider à essayer de régler les différents dysfonctionnements que ça causait en fait. Oui, donc voir un neurologue, voir un ophtalmo, voir un orthophoniste, voir voilà, différents spécialistes selon les difficultés qu'il y avait. On a fait un IRM, on a fait un scanner, on a fait un électroneurommyogramme, on a fait bilan sanguin, tout était normal. Ah, voilà. Mais les symptômes persistaient et je me souviens à un rendez-vous chez la neurologue, elle m'a dit, bon bah vous voyez les différents examens disent normaux, RAS, que... Elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit que aujourd'hui tout le monde met tout sur le compte de la Covid, que si moi je ne lui explique pas ma vie, elle ne peut pas m'aider. J'ai dit ah bon? Et je suis restée bouche bée en fait. Je lui ai dit mais je sais pas ce que je dois vous raconter. Moi, vous savez tout l'historique. Ça a commencé, vous savez où ça a commencé. Enfin, j'ai pas autre chose à vous raconter que ce qu'il y a dans le dossier. Et c'était ça notre dernier rendez-vous. On ne s'est pas revus depuis. Et j'ai fait plusieurs rendez-vous chez l'ophtalmo aussi. Par exemple, je sais que quand le niveau de fatigue il remonte, mes yeux sont presque plus opérationnels. J'ai l'impression qu'on me met la tête dans l'eau. Ma vision elle est plus stable. J'ai la sensation d'avoir comme une membrane supplémentaire sur l'œil en fait. Et quand c'est comme ça, je sais par exemple que je dois pas prendre la voiture, que voilà. Il faut la jouer safe. Tu as appris finalement à être consciente des effets, à comprendre ton corps pour anticiper. Oui, finalement. J'ai appris à comprendre à quel moment ça s'aggrave, qu'est-ce que je dois faire pour amenuiser les effets. Et puis voilà, c'est comme ça que j'essaie de jongler. Non. Tu ne t'es pas amusée à aller chercher un peu sur internet ou des témoignages ou des gens qui avaient vécu la même chose que toi? Alors moi je savais même pas qu'il y avait une histoire de Covid long, je savais pas que la Covid pouvait faire toutes ces choses là. C'est une fois mon médecin m'a dit que c'est des choses qu'ils observent en fait, mais qui n'ont pas assez de recul, vu que la Covid elle est relativement récente, ils n'ont pas assez de recul, ils n'ont pas toute la... Même la neurologue, elle m'a dit que pour l'instant sur la Covid, il n'y a que de la théorie, il n'y a rien de concret. C'est-à-dire ils ne savent pas exactement que faire pour les gens qui sont dans ces cas-là.
Est-ce que j'ai été chercher? Pas spécialement. On va dire que les informations sont venues à moi, notamment des informations qui m'ont aidé à ne pas me sentir seule au monde. Par exemple, j'ai été chez l'opticien dans le cas du renouvellement de mes lunettes. Et en tout désespoir, en fait, je lui explique ce qui se passe avec mes yeux. Quand chez l'ophtalmo, on n'a pas pu trouver la réponse, et en tout désespoir, si je peux le dire, je lui explique que en fait, mes yeux font ci, ça. À certains moments, j'ai l'impression d'avoir comme une membrane supplémentaire par-dessus l'œil. Et à ma grande surprise, l'opticien qui me répond qu'il a eu la même chose il y a 2 ans de cela. Et que à chaque fois qu'il lui arrivait de partir aux urgences, on lui fait les checkings, les machines ne voient rien. Quand il m'a dit ça, en fait, j'ai fait ah, ok. J'ai dit bon, ok, pas seul au monde. Je lui ai dit bah comment vous avez fait alors, comment vous avez géré? Il a dit bah dans le temps il travaillait pas sur l'écran et tout, donc il faisait un travail manuel et voilà, donc il a fait avec. Là, je te rends compte que avec tout ce qu'on a comme matériel sophistiqué, technologie au niveau médical, tout ça a quand même ses limites à un moment donné. Et une autre fois, j'étais, parce que quand je pouvais pas prendre la voiture, j'avais parfois des rendez-vous médicaux pour lesquels monsieur pouvait pas m'accompagner parce que réunion, machin, le taf et tout. Et il m'arrivait par exemple de commander un Uber pour aller à ce rendez-vous-là. Et une fois dans la discussion aussi, et il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui... je suis très très réservée, mais dans la période j'étais devenue tellement sensible en fait. Et il m'arrivait de commencer à raconter ce que j'ai comme ça sur un coup de tête. Et donc dans la discussion avec le monsieur dans le taxi, on commence à, je sais plus par quoi on a commencé à parler, on est tombé sur l'histoire de la Covid. Il me raconte que lui aussi, il a vécu la même chose, qu'il a été jusqu'à faire un PET scan pour voir s'il n'avait pas le cancer. Et je me dis, ah, ça va jusque là. Je dis bon, moi j'ai pas pensé à faire un PET scan, mais bon. Et là tu te dis, bon, je suis pas seule au monde en fait, bon, c'est pas dans ma tête. Contrairement à ce qu'on veut on me renvoie parfois sans forcément faire exprès. Oui, ça rassure surtout. Oui, franchement, ça fait tellement de bien de ne pas se sentir seul au monde. Tu t'es dit, ah, ok. Ouais. Et lui, dans son cas, parce que s'il est au volant, c'est que ça va maintenant. Oui, ça faisait des années aussi, son cas. Lui, c'est les Covid de 2020, 2000. D'accord. Et il te dit comment est-ce qu'il se remet de ça, non? Non, ça se rien. fait peut-être naturellement. Non. Pas de médicaments, pas de traitement. Tu laisses ton corps subir et puis voilà. Au fur et à mesure, tu essaies de trouver les choses qui te font du bien et puis tu essaies de penser à autre chose. Wow. Comment est-ce que tu vas remonter la pente petit à petit? Comment est-ce que je vais remonter la pente? Alors, avec beaucoup de repos. De toute façon, j'avais pas le choix. Je somnolais tout le temps, donc repos obligatoire. Et puis à mon taf, vu que j'étais en CDD et que les sujets pour lesquels on m'avait recruté, finalement la direction ne souhaitait pas poursuivre là-dessus. Mon contrat n'a pas été renouvelé parce qu'il n'y avait plus le besoin. Et donc ça m'a ramené à la réalité que mon médecin me disait depuis le départ, qu'il fallait prendre vraiment le temps de se reposer et laisser le corps récupérer à son rythme. Donc vu que le contrat il était plus là, c'était l'occasion de prendre ce temps de repos là. Voilà, c'est comme ça que le dernier jour de travail à ce poste là est arrivé. Et il y a quand même deux personnes qui m'ont marqué dans ce qu'elles m'ont dit ce dernier jour-là. J'ai mon collègue qui m'a dit que le travail, c'est bien, mais il ne faut pas oublier sa santé. Il faut la prioriser. Il m'a raconté le cas
d'une connaissance à lui dont le mari était à fond, travail, rien que le travail, et qui est finalement parti très tôt pour des raisons de maladie en fait, à force de ne pas se reposer et tout. Et ce même jour-là, j'ai une autre collègue en fait, parce que ce dernier jour-là, il a été difficile pour moi, parce que je m'y sentais bien, parce que j'avais même fait une formation supplémentaire pour ce poste-là, parce que j'avais fait des sacrifices. À la sortie du bâtiment, en fait, il y a une de mes collègues qui m'a dit que, en général, quand ça se passe comme ça, c'est pour quelque chose d'encore meilleur. Et c'est quelque chose qui a eu une résonance très, très, très forte en moi. Et quand elle a dit ça, en fait, j'ai eu une idée à peu près de ce qu'était ce quelque chose de plus grand. Et pour moi, ça faisait forcément écho à la santé et au bien-être. Et il faut savoir que dans tout ce parcours-là, je me suis beaucoup réfugiée en fait dans le bien-être. Je me suis beaucoup réfugiée dans le bien-être. Et quand elle m'a dit quelque chose de plus grand, ça a littéralement sonné bien-être dans ma tête. Et je me suis dit, c'est peut-être sur ça en fait que je dois me pencher. C'est là en fait que se trouve peut-être ma vocation. C'est là que se trouve peut-être mon chemin. Et j'ai commencé à mûrir donc l'idée du bien-être, parce que quand je me suis réfugiée dans ce bien-être-là, ça n'a pas miraculeusement réglé tous mes problèmes, mais ça m'a sorti d'un état de fatigue qui m'empoisonnait la vie. Parce que j'économisais toute mon énergie pour le taf. Au finish, j'avais plus rien à donner à ma fille. J'avais plus rien à donner à ma famille, parce que comme on le dit, on ne donne que ce qu'on a. Et même pour sourire, pour pouvoir sourire, il faut de l'énergie. Et cette énergie-là, moi, je l'avais pas. Quand ma fille, elle avait besoin de quelque chose, c'était direct, va voir papa. Et à un moment donné, elle avait fini par intégrer que quand elle a besoin de quelque chose, c'est que papa qu'il faut aller voir. Et je commençais donc à perdre ma place, ma présence auprès d'elle. Donc c'est un passage des événements qui m'ont beaucoup chamboulée, qui m'ont amené à pas mal de réflexions. Et aujourd'hui, moi, personnellement, le bien-être est au cœur de ma vie. Le bien-être fait partie de moi. Le bien-être, c'est ma priorité. Le bien-être pour pouvoir donner le meilleur de moi-même à mes proches. Je me suis rendu compte qu'il y a des phrases qu'on se dit parfois à soi-même ou qu'on souhaite aux autres sans vraiment prendre conscience du poids en fait de la véracité de ces mots-là. Quand on dit par exemple la santé, on ne l'apprécie que quand on ne l'a plus, ou quand on dit que la santé c'est le plus gros trésor, en fait c'est des choses, je pense, qu'on ne réalise pas vraiment tant qu'on n'a pas été dans certaines situations. Dans certaines situations, tant qu'on n'a pas vu des proches vivre certaines situations, malheureusement. On attend que ça arrive jusque-là pour en prendre conscience, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et en tout cas, heureusement qu'il y a du mieux de ton côté. Et du coup, on voit l'une des grandes leçons pour toi, ça a été vraiment de prendre conscience de la place du bien-être dans ta vie. Mais si tu devais nous partager d'autres leçons que tu as pu tirer de toute cette longue phase de maladie, quelles seront ces leçons-là que tu as envie de partager avec nous? Alors, d'autres leçons, c'est d'apprendre à lâcher prise, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on souhaite et il y a ce qui se passe. Et pourquoi je parle de lâcher prise? Parce que dans mon entêtement à vouloir coûte que coûte faire les choses d'une certaine façon, à un moment donné,
quand j'ai repris le travail en présentiel, j'y allais avec la voiture et un lundi matin, en allant au travail, j'ai déposé ma fille chez la nounou. Je sortais de chez la nounou dans une ruelle qui va à 30 km/h. J'ai été prise d'un moment de mauvaise vision et je suis rentrée dans une voiture qui était tout bonnement garée sur le côté de la voie. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas capable de t'expliquer le pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui s'est passé en fait. Il y a eu un flou, c'est ça ou... Oui, j'ai eu un moment de mauvaise vision, donc de mauvais cadrage de ma voiture et je suis rentrée dans la voiture qui était garée sur le côté. Waouh, et toi-même, physiquement? Par la grâce de Dieu, aucun... Oui, après tu disais que tu allais à 30, oui. C'était à 30 km. Oui, et la voiture de l'autre voiture, elle était garée, il n'y avait personne dedans. Et ça a été un choc parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Je ne savais même pas comment on fait pour faire un constat, tout ça. Donc, j'appelle mon mari, je lui explique, je lui dis il faut faire ci, ça, il faut faire comme ça. Et j'étais tellement chamboulée, tremblotante. J'ai appelé, mon mari m'a conseillé d'appeler notre voisin qui est gendarme et tout, qui est gentiment venu m'aider à faire tout le nécessaire, remplir les formulaires pour le constat. Mais du coup, la personne est sortie, celle qui avait garé la voiture, elle est sortie de chez elle ou tu as fait le constat avec lui? Oui, elle est sortie et ça a même été drôle. Bon, plus tard, je me suis rendu compte que c'était drôle, mais sur le coup, c'était pas drôle. Parce qu'elle est sortie toute furieuse et il y avait une autre dame qui passait dans le sens contraire avec sa voiture, qui dès qu'elle est sortie, elle lui a dit, elle voulait s'enfuir. Elle a dit que moi, je voulais m'enfuir après avoir touché sa voiture. Et moi, j'étais tellement dans le chamboulement que je ne calculais pas. Donc la dame, elle est sortie, elle était énervée, elle a commencé à m'insulter, à parler dans tous les sens. Et moi, je suis de nature calme. J'ai pas parlé, je l'ai laissé exprimer tout son mécontentement. Et quand on a fini de tout faire, remplir les documents pour le constat et tout, quand elle a vu mon calme pendant tout ce temps-là, elle est elle-même venue s'excuser pour la façon dont elle m'a parlé et tout. Et je lui ai dit... j'ai accepté ses excuses. Je lui ai dit que je ne suis pas sortie de chez moi ce bon matin avec un projet de venir l'empêcher d'aller au travail, que moi-même, j'étais en chemin pour aller au travail. Et ça l'a désarmé, donc voilà, on a fait le nécessaire. Mon voisin m'a aidé à ramener la voiture à la maison. Et puis, mais heureusement, elle, encore, sa voiture pouvait rouler. La mienne, et il n'était plus opérationnel. Wow. Il n'était plus opérationnel. Et donc, cette partie-là m'a vraiment invitée au lâcher prise, à ne pas trop m'entêter. Bon, dans certains cas, parfois l'entêtement ça peut être positif, mais dans ce contexte-là, ça ne l'était pas. Ce que ça m'a appris, c'est aussi, je dirais, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à écouter les signes, les signaux qu'on peut avoir dans son parcours, savoir lire entre les lignes dans ce qui nous arrive. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, si je prends mon parcours, quand j'ai eu ma fille, j'ai décidé de la garder avec moi la première année. Ensuite, j'ai décidé de revenir sur le marché de l'emploi. La reprise était un peu compliquée, donc j'ai décidé de faire une formation pour mettre un peu de fraîcheur sur mon CV. Et après cette formation, quand j'ai commencé à travailler à nouveau, je passe par tout cet épisode de maladie, Covid, contrat qui s'arrête à nouveau, et puis je fais la rencontre du chemin du bien-être. Et dernier jour de travail, ma collègue qui me dit, en général quand ça se passe comme ça, c'est pour quelque chose d'encore plus grand. Et comme je le disais un peu plus tôt, quand elle m'a dit quelque chose de plus grand, pour moi, ce plus grand-là résonnait en moi avec bien-être. Donc je dirais, c'est d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à sonder en fait les événements qui se passent dans notre parcours, d'essayer
de capter le pourquoi du comment pour les plus spirituels et tout, voilà, de rester en contact, en prière avec Dieu et puis essayer d'éclairer son chemin au fur et à mesure pour savoir quel est le chemin qu'on doit prendre. C'est une belle leçon, c'est un bon message. Merci pour ton partage. Tu l'as dit toi-même, tu es très sensible finalement à ta santé, à ton bien-être. Et je te souhaite que ça puisse continuer comme ça pour toujours. Et juste avant de partir, je vais te faire un petit rituel de fin. C'est un mot que l'invité précédent t'a laissé. Et donc toi aussi tu feras pareil avant de partir. Je vais voir si ça va résonner avec ton histoire. En général, ça colle toujours. Le message dit ceci: même quand tu doutes, chaque pas que tu fais te rapproche de la personne forte que tu demeures. Ce n'est pas si loin. Ouais. Parce que j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de remise en question. Et puis, finalement, tout ça m'a emmené quelque part. Et tu sais, l'une des choses que mon collègue m'a dit aussi ce dernier jour-là, il m'a dit: Leïla, en tout cas, tu t'exprimes très bien. Et moi, je suis quelqu'un qui prend plaisir à parler quand j'ai quelque chose d'utile à dire. Oui, mais ici, je te le dis, tu t'exprimes très bien. Là, tu es posé, tu prends le temps. En fait, c'est agréable de t'écouter. Tu prends le temps de bien formuler tes phrases, de bien poser tes mots. Tu t'exprimes très bien. C'est quelque chose qui m'a touchée aussi. Et voilà. En tout cas, ce fut un plaisir de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu as partagé? Tu as fait le travail de ma psy là pour je ne sais combien de temps. Ça fait du bien aussi de pouvoir parler. Et comme pour rejoindre l'objectif de ce podcast, j'espère que mon histoire, en fait, c'est quelque chose qui aura de la résonance chez quelqu'un qui n'aura pas forcément vécu Covid long, ou peut-être que oui, mais qui se dira quelque part: ah, je ne suis pas seule. Oui. Donc... Oui. Non, ça va résonner. D'autant plus qu'on passe par des phases où parfois on est malade, on perd nos moyens et c'est typiquement ce que tu as vécu. Donc en fait, tout ton parcours peut parler à certaines personnes d'une manière ou d'une autre. Même l'épisode que tu as vécu au boulot, le fait de ne pas avoir tes moyens mais de vouloir te forcer à travailler et finalement de perdre le boulot, tu vois, c'est des choses qui vont certainement résonner. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier message que tu veux passer avant de conclure? Alors, mon mot de fin, ce serait de dire en fait que quand quelque chose vous arrive, on a le droit de prendre le temps de pleurer, on a le droit de prendre le temps de chercher le pourquoi des choses, mais tout en s'autorisant à cette introspection, à cette extériorisation des choses. Il faut aussi à côté prendre le temps de voir avec quoi ça résonne en nous, avec quoi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, où est-ce que ça peut vouloir m'emmener. Et c'est au final comme ça qu'on va finir par trouver du sens à ce qui nous arrive, à ce qu'on traverse. Et donc à pouvoir se réconcilier avec nous-mêmes pour pouvoir ensuite donner le meilleur de nous-mêmes et continuer notre chemin. Merci à Leïla de nous avoir partagé son histoire. Si vous aussi vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Les informations sont en description et nous ferons un plaisir de vous recevoir. Mais en attendant, dites-nous ce que vous avez pensé de son histoire en commentaire. Et vous aussi, prenez bien soin de vous. Nous sommes en début d'année, c'est le moment de prioriser votre santé, votre bien-être. Et surtout que sans la santé, on ne peut rien faire. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Likez, abonnez-vous et partagez. Bye bye.